Bonjour à toutes et à tous et mes souhaits de bienvenue à mon écoute. Nous sommes le dimanche 5 mai 2025 et je souhaitais revenir brièvement sur l'incommensurable bêtise, pour ne pas dire l'indicible bassesse d'âme, des amoralistes, lâches irrationalistes qui se cachent derrière le prétexte fallacieux de ne pas diviser, de ne pas se diviser, pour prôner, sacraliser un concept absurdissime d'être au-delà du bien et du mal, de non-dualité, et qui donc sont des transmoralistes en quelque sorte, des gens en fait qui sont dans le fond moralophobes, qui savent qu'ils n'ont pas le courage de tenir des positions de sagesse, des positions de personnes morales, de trancher moralement par rapport notamment à d'innombrables fléaux, hein, donc qui pourrissent notre monde. Ils n'ont plus le courage, ou ils ne l'ont jamais eu, mais certains l'ont eu et ne l'ont plus, de prendre donc position moralement de façon tranchée, parce que bon, tenir une position de droiture, une position morale, une position juste, ça requiert du courage, de plus en plus de courage, surtout dans un monde où l'immoralisme, comme je l'ai déjà dit à plein de reprises lucidement, bat son plein. C'est normativisé, hein, c'est plus que le cas de le dire, et se fascise de jour en jour, dans un monde où prendre, ne serait-ce que même minimement ou fugacement une position de moralité, fait encourir le risque de contrarier des gens très orgueilleux qui ont fondé tout un empire en fait sur l'immoralité, hein, et sur, je dirais même, la disposition de beaucoup à se taire vis-à-vis de leurs torts, même sur, disons-le, une inversion des valeurs. Donc dans un tel monde, prendre des positions morales, les tenir, s'indigner contre ce qui est injuste, combattre ce qui est préjudiciable, notamment les personnes perverses au comportement dommageable qui causent préjudice, ça devient de plus en plus scabreux. Donc face à ça, certains lâches qui ne s'assument pas, si je puis dire, hein, qui veulent continuer de jouer une comédie, pour se la jouer courageux dans leur lâcheté, hein, qui ne veulent pas voir leur lâcheté en face, et faire un travail de développement du courage, hein, qui est pourtant leur devoir. Donc dans la fuite de ce devoir, beaucoup de lâches, avec du sophisme, avec de l'argutie ridicule, essaient de rationaliser donc ce genre de concept de non-dualité. Donc en décrétant, et ça c'est un décret satanique si on creuse la réflexion, en décrétant que les gens qui seraient dans la dualité, qui jugeraient par le prisme de la dualité bien-mal, en tranchant entre c'est bien, c'est mal, entre pour ou contre, seraient des gens de basse condition spirituelle, qui seraient primitifs d'esprit. En fait, c'est ça qu'ils cherchent aussi à faire, comme ils jalousent les personnes qui, contrairement à eux, ont le courage, et l'ont encore, de prendre des positions morales, de défendre la justice, d'avoir encore une intégrité morale, d'avoir encore un sens moral, et même d'en avoir de plus en plus, qui ont le courage de se révolter contre des gens immoraux, leurs mauvaises entreprises, qui ont le courage de défendre de belles valeurs, d'être encore dans le combat moral, hein, qui est plus que jamais d'importance. Comme ils jalousent ces personnes-là, parce qu'ils jalousent leur courage, le courage que ces personnes manifestent, et donc par contraste, en fait, par comparaison, ça les renvoie, eux, à leur lâcheté incommensurable, hein, d'autant plus que les gens qu'ils voient à l'œuvre alors sont courageux, donc il y a un fossé entre eux et ces gens, qui les dérange. Donc pour scotomiser cette réalité qui les gêne, car la conscience de cela les ramène à leur lâcheté incommensurable et à leur nullité en l'état de gens, je ne veux pas les condamner éternellement, je dis bien en l'état, ils pourraient changer, de gens qui n'ont pas le courage de faire le travail sur eux pour sortir de cette bêtise, de cette nullité, je dirais, et pour scotomiser tout ça et pour essayer de rester dans leur mythe de raison, ils usent de sophisme immodérément pour essayer de faire passer pour intelligent l'amoralisme qui donc est basé sur cette idée que être dans la dualité, le dualisme moral, le manichéisme moral, délibérer moralement, trancher moralement, discriminer aussi moralement, hein, et là j'entends par là distinguer ce qui est bien
et ce qui est mal et être dans la préférence morale pour ce qui est mieux, à contre-médiocratisme ambiant, à contre-inversionnisme ambiant. Ils essaient donc de faire passer ce moralisme, qui est pourtant l'intelligence, donc le truc des gens de bonne posture, pour la bêtise sidérante, la bêtise qui selon eux serait la plus problématique qui soit. À les entendre, tous les mots viendraient du moralisme, alors que c'est plutôt le contraire. C'est l'immoralisme qui est à la cause, j'allais dire, de tous les maux, mais en fait, si on creuse, c'est la lâcheté qui est derrière. Hein. Les gens sont immoralistes, deviennent immoralistes par pervertissement, en se pervertissant à force de lâcheté, à force de fuir leurs devoirs moraux, de se raconter des histoires. Ils en viennent à positiver ce qui est mal, l'immoralité à laquelle ils se trouvent réduits, et ça les amène à devenir des inversionnistes, hein, certains très infatués, décomplexés, qui vont même donc dans leur hypocrisie jusqu'à se persuader que l'inversion serait la non-inversion, que l'envers serait l'endroit, qui serait anti-inversionniste dans l'inversionnisme, et vont donc imputer leur inversionnisme aux gens qui ne sont pas à l'envers, qui sont pour l'endroit, et qui même travaillent à amener des gens à se désinverser, à se dépervertir par cela, à se moraliser. Donc plus on va inciter à la moralisation, plus eux vont prétendre qu'on file un mauvais coton et qu'on tirerait les gens vers le bas, qu'on essaierait de les corrompre, qu'on les entraînerait dans des dérives, etc. J'avais donc l'un de mes anciens détracteurs assez acharnés, qui avait même été jusqu'à parler de dérives du moralisme. Et on voyait bien par là hein, que c'était bien les dérives de l'immoralisme qui étaient imputées au moralisme. C'est complètement débile, c'est un oxymore, c'est antithétique, ridicule, absurde de parler de dérives du moralisme. Le moralisme, c'est justement ce qui empêche les dérives, puisque dans le moralisme, on est vigilant vis-à-vis justement des dérives, on se tient à la morale objective, on veille scrupuleusement à ne pas enfreindre des règles morales, à respecter donc des principes moraux, à bien les appliquer, justement pour éviter les dérives. Et c'est ça qui fait qu'on ne va pas tomber dans des dérives, parce qu'on va avoir des limites morales, et vraiment morales, hein, pas celles qu'on s'inventerait pour s'arranger. Si par l'expérience on constate qu'on s'est trompé, que notre éthique n'était pas correcte, on va la corriger, l'améliorer, la bonifier, et donc la conformer de plus en plus à la vraie morale. C'est par ce travail qu'on s'éloigne des dérives et puis qu'on se garantit en fait de ne pas être à la dérive et qu'on gagne en rectitude, en intégrité morale, en sagesse. Et donc c'est protecteur, c'est quelque chose même de capital, c'est du bon sens, un bon sens tellement évident que c'est même une anomalie d'avoir à le rappeler, et beaucoup ne veulent pas en reconnaître l'évidence, hein, justement parce que il y a cette tendance à la fuite du moralisme. Il y a tout un système, tout un conditionnement pour donc maintenir les gens en fait dans une sorte de moralophobie. J'en ai déjà parlé. Je ne vais pas revenir davantage dans cet audio sur les préjugés qui pèsent sur le moralisme. Il y aurait tant à dire là-dessus, notamment avec la dictature du modernisme, toutes ces idées reçues comme quoi avoir un certain sens moral, être contre pas mal de turpitudes normativisées et massifiées serait être moyenâgiste, obscurantiste, etc. Avec le toujours plus immoral qui est redéfini comme moderne et qui fait que tout ce qui est moral est voulu obsolétiser hein, et ringardiser, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce serait trop long. Mais voilà, nous avons donc ces lâches, hein, irrationalistes, je le redis, intégristes même de l'irrationalisme, qui ont accouché de pas mal de concepts ridicules, de dogmes de fausse spiritualité, je dirais, qui sont très avilissants, par lesquels, en fait, ils essaient donc de faire passer pour justifier, et pour intelligent, pour rationnel et comme relevant du raffinement spirituel, l'amoralisme, en sacralisant donc le délire d'être prétendument, je dis prétendument, vous verrez pourquoi, au-delà du bien et du mal. Est-ce que c'est possible déjà d'être réellement au-delà du bien et du mal ? Sachant que même ceux qui sont dans ce délire, pensant que c'est bien d'être, entre guillemets, au-delà du bien et du mal, retiennent cela comme étant bien, en fait. Donc, ils sont bien dans un jugement, ils sont bien en train de trancher, en train de délibérer eux aussi, dans une forme de dualisme, hein, en se contredisant, finalement, pathétiquement. Puisqu'on le voit, quand des gens prennent position contre leur non-dualisme, ils se montrent hostiles. Ils vont traiter ces gens comme incarnant le mal, les fustiger, les mépriser, être pour certains assez acrimonieux, pour les plus fascistes. Et donc, ils se montrent intolérants vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas leurs idées, qui ne communient pas avec eux dans cet immoralisme
inassumé, je dirais, parce qu'ils vont jouer sur les mots. Ils vont dire non, non, nous ne sommes pas immoralistes. C'est juste qu'on n'est ni pour ni contre, qu'on ne prend pas position parce qu'on voit que ça divise les gens, que ça crée des querelles. Voilà, les gens ensuite vont se chamailler parce qu'ils vont être en désaccord sur ce qui est bien et ce qui est mal, sur ce pourquoi il faut être ou ce contre quoi il faudrait être. Et donc, nous, on préfère s'élever au-dessus de ça. Donc, c'est là où ils se la jouent supérieure. Et là, il y a un orgueil manifeste, patent, où ils vont oui, afficher un suprémacisme immoral hideux, turpide, par lequel ils vont dire qu'ils sont bien plus intelligents, qu'ils seraient d'une condition spirituelle indiciblement supérieure parce qu'ils s'élèveraient bien au-dessus de la minabilité de ceux qui seraient dans le manichéisme moral à trancher, à polémiquer sur des questions morales. Et donc eux, ils vont redéfinir ça comme étant la sagesse, alors que pas du tout. C'est un éloignement de la sagesse et même de l'opposition à la sagesse. Il n'y a pas de sagesse concevable sans moralité, sans prise de bonne position, sans droiture, sans intégrité morale. Eux, en fait, ils se voilent la face dans leur lâcheté, ils s'auto-persuadent, et ils s'entraident pour se persuader ensemble, avec aussi de l'inversionnisme à un certain niveau. Ils s'auto-persuadent que leur amoralisme serait la raison, que tout ce qui dépareille vis-à-vis de lui serait la folie la plus dangereuse. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils s'habituent à se sentir, à se croire dans la raison, illuminé, supérieur spirituellement dans cet amoralisme que c'est la sagesse, que c'est la raison. C'est eux qui se trompent la tronche et à force, bah oui, ils se sentent vraiment, ils se croient vraiment dans la raison, ils se croient vraiment supérieurs et ils se portent à eux-mêmes préjudice en se déconnectant de la réalité, parce que la réalité et la vérité morale et objective, c'est qu'ils sont dans le tort, ils s'égarent toujours plus par ce voilage de face même, en plus se mentent sur les gens qui les ramènent à la raison, qui les ramènent à un certain sens moral. Ça les dérange parce que ça les invite à faire preuve de courage et ça, ils ne supportent pas parce qu'ils voient qu'après, ce à quoi on les invite, ils n'en sont pas capables, ils n'ont pas le courage suffisant pour. Et donc, encore une fois, dans le cadre de la fuite de leur devoir de développer un courage suffisant, on ne leur demande pas d'être des héros, des parangons de courage, les plus courageux du monde. On leur demande simplement de faire preuve d'un petit peu de courage ou ne serait-ce que de se mettre dans une démarche de développer un petit peu de courage, même en partant de très bas. Il faut avoir l'humilité de reconnaître son bas niveau et ne pas avoir honte de partir de très bas pour déjà commencer un processus d'abonissement, d'amélioration, un travail, en l'occurrence de développement du courage, et c'est pareil pour tout, apprendre sans avoir honte, travailler sans avoir honte de son bas niveau, que si on est bloqué par une espèce de honte malsaine, en l'occurrence, bon, il faut pas être fier d'être nul, bien sûr, mais il faut pas que ce soit, si je puis dire, une honte qui ne soit pas constructive ou qui soit invalidante ou dirimante. Il faut que ce soit une honte de bonne énergie qui, ensuite, dans le déplaisir qu'elle suscite à être nulle, pousse, soit un moteur et donne une impulsion pour travailler à être meilleur et accepter, donc sans orgueil, sans voilà, accepter humblement que des gens se montrent meilleurs que nous en l'état, j'insiste bien sur en l'état, et qu'on puisse prendre de la graine d'eux pour progresser, peut-être plus vite que tout seul. Et c'est là où d'ailleurs l'échange prend sens, c'est ce qui donne justification à l'échange, au relationnel, pour une entraide morale, pour que les gens meilleurs aident les moins bons à progresser plus vite, fassent profiter de leurs expériences, des leçons qu'ils en tirent. Voilà, c'est comme ça qu'on est dans une bonne dynamique alors d'entraide pour une progression morale collective, que dans un monde où chacun est orgueilleux, dans une forme d'égomanie, veut se mettre ou s'affirmer ou se faire reconnaître comme étant meilleur que les autres, et bah là, dans un tel cas, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'entraide, c'est concurrentiel, c'est une guerre d'ego, et on voit où ça mène. Ça mène à un nivellement vers le bas, ça mène à un régressisme d'une société même médiocratique, des gens qui se tirent vers le bas, chacun voulant péter plus haut que l'autre, et en général ce sont les plus nuls alors qu'ils se font reconnaître comme les meilleurs.
et qui essaient d'écraser meilleurs qu'eux par orgueil, parce qu'ils ne veulent pas autoriser les autres à être connus comme meilleurs qu'eux. Donc beaucoup de jalousie, beaucoup de perversité, de vice pour essayer de disqualifier des gens meilleurs qu'eux, les damner, les rendre inéligibles à la reconnaissance sociale, s'assurer qu'ils ne soient pas reconnus dans leur talent, leurs compétences, parfois même leur virtuosité, etc. Et leur génie, hein, pour les meilleurs. Donc voilà, on a vu, on les voit, les jaloux à l'œuvre, qui non seulement veulent disqualifier des gens qu'ils savent être meilleurs qu'eux, et qu'ils envient dans le fond, hein, dont ils jalousent les qualités, alors qu'ils pourraient très bien travailler humblement à développer des compétences, des talents, et à acquérir ces mêmes qualités, et même peut-être à devenir meilleurs que ces personnes ensuite. Non, ils se dispensent de ça, ils trichent, et ils font de l'usurpation en quelque sorte, notamment morale et intellectuelle, dans le sens où ils vont voler en fait les qualités de ces personnes en se faisant passer pour ces personnes et en voulant donc que ces personnes passent pour ce qu'ils sont eux. Voilà, en faisant comme un transfert d'identité ou de niveau avec une inversion des rôles et en faisant en sorte que ces gens qu'ils jalousent et qu'ils savent être meilleurs qu'eux passent pour ce qu'ils sont eux et que eux passent pour ce que sont ces personnes. Il y a un vol de mérite aussi à ce niveau-là qui est très laid. C'est l'une des pires injustices, hein, sur le plan moral, si je puis dire, l'une des pires violences sur ce plan. Très infernal, très dur à faire reconnaître aussi, d'autant plus quand les faussaires, les usurpateurs sont pervers et habiles pour donc manipuler leur monde, hein. Ces gens développent une véritable aptitude à amener les gens à les voir comme ils veulent être vus, en leur suscitant un sentiment d'être injuste, d'être à la ramasse ou manipulé par un autre, ou des gens malsains quand ces gens ne les voient pas comme ils veulent être vus. En fait, ils façonnent l'opinion des autres, ils la contrôlent, pour s'assurer d'être toujours perçus comme étant leur contraire génial, leur contraire évolué, etc. Mais quand il est question de prendre des positions par rapport à des fléaux, par rapport à des injustices, et de s'impliquer pour une cause morale, et ben ces gens se défilent et nous assènent leur baratin d'amoralistes très lâchement. C'est un cache-lâcheté aussi, hein, l'amoralisme. Ce sont des gens en fait qui n'ont pas le courage de la moralité en deux mots et qui en fait se racontent des histoires et mentent aux gens, se mentent avant cela à eux-mêmes et mentent autant aux gens qu'à eux-mêmes pour ne pas reconnaître qu'ils sont lâches en fait. Donc ils disent non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'on préfère être au-delà, c'est pas qu'on n'a pas le courage de s'impliquer pour une cause morale ou un combat moral, c'est qu'on veut pas diviser. On a vu par l'expérience, par l'observation, que les gens qui se chamaillent pour des questions morales finissent divisés, querellés, que ça leur cause plus de problèmes qu'autre chose dans leur vie, qu'ils en sortent frustrés, blablabla, etc. Mais où mène l'amoralisme alors qu'ils sacralisent ces gens? Une forme de dépersonnalisation. Ça donne des gens en fait qui n'ont plus beaucoup de caractère ou qui sont très hypocrites, qui se défilent tout le temps. Dans la vie, il y a des devoirs moraux, hein, c'est comme ça. On n'est pas dans un monde de bisounours, malheureusement, j'aimerais dire. On ne vit pas de façon inconséquente. Il y a des gens qui ont un très mauvais impact, qui se comportent très mal, comme il y a des gens qui se comportent très bien, qui sont assez exemplaires. Il y a beaucoup d'inexemplarité aussi. Il y a des gens qui font beaucoup de ravages, qui ont de très mauvaises entreprises, qui font beaucoup de dégâts. Il y a une irresponsabilité, hein, disons-le, massive. Hein, c'est le constat qu'on se doit de poser. Et on a un devoir de réalisme par rapport à ça. Et il y a des devoirs moraux, c'est comme ça. Ce sont des devoirs existentiels. On a le devoir de nous comporter de façon responsable, de façon morale, avec droiture, avec sagesse et avec constance. Il ne s'agit pas de le faire que un petit instant et ensuite de se complaire dans l'immoralité et dans une forme de débauche aussi. Il s'agit de tenir une position de personne intègre, de tenir une certaine droiture, et pour ça, il faut de la rigueur dans l'application des bons principes, ne pas transgresser des interdits moraux. Il faut une discipline, voilà, de la disciplination morale. La seule évocation de ça fait bondir beaucoup de gens qui détestent la discipline. Hein. Pour eux, ça rime avec torture dans leur esprit. C'est eux qui se sont rendus le truc torturant et suppliciant en vérité. Mais ça n'a rien de déplaisant en vrai d'être discipliné. On peut même développer un goût de la discipline, comme de l'effort moral notamment. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui fuient ces efforts et qui ne veulent pas reconnaître du coup qu'il y a un devoir moral existentiel. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est quelque chose même d'universel et d'existentiel pour l'homme, tout simplement parce que, je le redis, on ne vit pas de façon inconséquente. Nos actes ont des répercussions, ont des conséquences, et on est donc dans le devoir d'assurer une certaine vigilance morale
de faire attention à ce qu'on fait, de réfléchir avant d'agir, de tenir une bonne conduite et d'être des êtres vertueux. On n'a pas été incarné pour avoir mauvais impact, pour faire du mal avec le corps dont on a été pourvu, avec ce dont on a été pourvu, avec notre esprit aussi. Et on a pour devoir donc de faire quelque chose de beau de notre incarnation, ne serait-ce que par gratitude vis-à-vis, si je puis dire, de Dieu, et par respect de la sacralité de la vie, de la sacralité des dons qu'on nous a faits. Donc voilà, il y a toute une philosophie aussi religieuse à ce niveau-là, qui est à rappeler et à réhabiliter contre, si je puis dire, le fascisme profane. Et beaucoup donc de lâches qui essaient de supérioriser donc cette inintelligence d'amoraliste qui finalement est celle d'immoraliste, parce que en fait l'amoralisme conduit à l'immoralisme, ou est souvent par immoralisme. C'est juste qu'ils jouent sur les mots et essaient de dire qu'il y a une nuance, qu'ils ne sont pas immoralistes, mais amoralistes. Attention, il y aurait une nuance, il y aurait un fossé entre les deux, alors que c'est comme ça, dans la vie, il y a le bien, il y a le mal, il y a différents degrés de moralité et d'immoralité. Il n'y a pas de figisme dans le sens où ça évolue, ça involue, les niveaux changent. Il y a des gens qui étaient très droits, même exemplaires, qui ont démérité et qui se sont retrouvés minables, comme il y a des gens très mauvais qui se sont remis en question admirablement et qui sont devenus de très belles personnes. Les niveaux fluctuent et il faut d'ailleurs revoir ces jugements, se remettre à jour pour rester dans le réalisme, notamment moral et la justice. Il n'y a pas de fatalité, je le redis, parce qu'il y a des gens qui croient que les moralistes seraient des damnateurs, qui seraient pour la condamnation éternelle de gens au quart de tour parce qu'ils ne répondraient pas à leurs critères ou ils ne correspondraient pas à leur conception de l'homme sage. Mais non, il n'est pas du tout question de ça. Il est question de reconnaître le niveau de chacun en l'état et de permettre à chacun de progresser, comme de reconnaître que chacun peut aussi éventuellement régresser et d'être tout simplement juste, aussi dans le jugement de soi-même, sans disproportionnisme, sans surestime ni sous-estime, avoir le courage de voir chacun à son réel niveau, sans racisme, sans sexisme aussi, puisque ce sont les facteurs d'injustice prédominants. Beaucoup de gens d'ailleurs avec ce genre d'inéisme raciste et sexiste aiment figer, fataliser, parce que justement le fait d'avoir à reconnaître que les niveaux peuvent changer, que tout n'est pas acquis, qu'il faut travailler pour garder un certain niveau, qu'il faut assurer, et j'en reviens à cette importance, assurer une vigilance morale pour justement ne pas démériter, ne pas régresser quand on atteint un certain niveau, et ne pas se reposer sur ses lauriers, travailler pour non seulement garder son niveau, mais aussi en gagner, progresser contre ce qui nous tire vers le bas. Il y a beaucoup de facteurs de corruption aussi, beaucoup de gens qui poussent à tomber dans des dérives, beaucoup de mauvaises influences, de mauvais exemples, surtout avec le système en place qui nous starise, nous exemplarise et nous magnifie des gens de plus en plus turpides, avec une inversion des valeurs, un système très médiocratique. Il y a une vigilance morale qui est d'importance et donc il y a des gens qui n'aiment pas être renvoyés aux efforts que ça implique, aux devoirs qu'il y a à remplir par rapport à ça et qui donc aiment les idéologies, les dogmes avec des concepts de fatalisme, d'inéisme qui consistent à tout figer, à considérer que certaines personnes auraient tel niveau à vie ou de naissance ou seraient comme ceci ou comme cela parce qu'appartenant à une prétendue race, donc ils vont défendre le pluriracialisme, toutes ces conneries-là. Donc s'attaquer à l'uniracialisme, ça implique de redéfinir l'humanité comme étant pluriraciale alors qu'elle ne l'est pas, en confondant pluriethnicité et multiracialité ou pluriracialité. Et donc ça les amène du coup à avoir une conception complètement erronée même de l'humanité et à redéfinir donc l'humanité à leur sauce, comme étant plurirraciale, comme étant raciste elle-même, parce que certains, les plus graves, vont même humaniser le racisme dans leur folie. Et comme d'habitude, les immoralités que ça les conduit à défendre, ils les redéfinissent comme étant naturelles chez l'homme, comme étant inévitables, comme étant des fatalités, comme étant dans l'ordre des choses, dans la vie, et toujours pour invalider, essayer de disqualifier les gens qui s'indignent moralement, essayer de disqualifier tout ce qu'ils n'ont pas en fait le courage d'être, ou qu'ils n'ont plus le courage d'être,
Donc à chaque fois qu'on creuse, finalement, à chaque fois dans la réflexion, qu'on creuse au sujet de tout ce qui est, ce qui s'avère être problématique, à chaque fois qu'on creuse pour voir ce qu'il y a à la racine, en cause, et ben, on tombe toujours sur la lâcheté qui est le défaut, racine, au même titre que le courage est la vertu mère. C'est logique, si le courage est la vertu mère, de laquelle découlent, plein d'autres qualités, puisque tout finalement requiert du courage, tout ce qu'il y a de bon, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un mérite à être moral, à être bon, à avoir des compétences, parce que ça demande du courage, ça demande des efforts. Les choses ne s'acquièrent pas comme ça. On peut avoir des prédispositions. Bon, après, il y a un débat à avoir par rapport à la réincarnation, tout ça, mais on a le mérite de nos vertus et de les garder aussi. Donc oui, il y a beaucoup de fuite de l'effort, ne serait-ce que de développer du courage suffisant, avec beaucoup de gens qui essaient de faire passer pour les meilleurs les idéologies de lâches. Voilà, parmi lesquelles le non-dualisme, l'amoralisme qui est lié. Aussi, on pourrait parler de la loi d'attraction, toutes ces conneries-là. Les gens qui parlent beaucoup d'instant présent aussi, hein. La doctrine du présentisme, si je puis dire, est aussi une doctrine de lâche, puisque ce sont des gens qui n'aiment pas avoir à réfléchir avant d'agir, à penser aux conséquences sur le futur de leurs actes posés présentement, qui n'aiment pas aussi le concept de revenir sur ce qu'ils ont pu faire avant pour tirer des leçons de morale. Ils n'aiment pas toute cette gymnastique-là, inhérente à l'intégrité morale. Ils préfèrent rester dans le présent pour se déresponsabiliser, ne penser qu'à l'instant présent, sacraliser ça, pour vivre en tout je m'en foutisme, en fait, se déresponsabiliser. Ils ont une sensation d'allègement, mais en fait c'est malsain, puisque à long terme, ça conduit à devenir très insouciant, je m'en foutiste, à ne plus vouloir se prendre la tête avec des réflexions morales, hein, puisque sous prétexte de rester dans l'instant présent, ils vont estimer que c'est, ou se persuader que ce serait bête, absurde, ridiculissime de réfléchir avant d'agir, de penser aux conséquences sur le futur ou sur les autres, à court ou moyen ou long terme, de leurs actes, ou ne serait-ce même qu'à réfléchir moralement sur ce qu'il est mieux, préférable ou pas de faire, parce qu'ils vont se dire, bah non, c'est une fuite de l'instant présent, faut penser qu'au présent, et ils sont conditionnés à croire que ne pas penser qu'au présent serait un égarement, une fuite, se détourner du droit chemin. Voilà, il y a toutes sortes de théories comme ça, qu'on peut retrouver chez des gens comme Célie Maïsel, notamment, entre autres mauvais coachs, entre autres imposteurs en coaching de spiritualité. Donc je vais rester là-dessus, je reviendrai peut-être sur plusieurs points dans de prochaines publications, et je vous souhaite une bonne fin de journée.